Il est docteur en histoire des relations internationales, conseiller technique de Mabri Touakus, chargé de la diplomatie et de la coopération, président du réseau des élèves et étudiants Vision Mabri. Doumbia Ali est l'invité de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligente TV. Bienvenue à vous, Monsieur Doumbia. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Merci. Au cours de nos échanges, il s'agira de parler du retour du président de l'UDPCI Mabri Touakus au RHDP des municipales 2023, de l'année 2023 dite année de la jeunesse par le président Alassane Ouattara et des relations bilatérales entre le Mali et la Côte d'Ivoire après la crise des 49 soldats, sans oublier de s'interroger bien sûr sur ce qu'est devenu le rêve Mabri dont il est le président. Alors, M. Doumbia ou Dr Ali Doumbia, on va entamer avec ce premier sujet, le rêve Mabri, qui est le réseau des élèves et étudiants Vision Mabri que vous avez créé en 2017 sur le campus de Cocody. Alors, qu'est devenu rêve Mabri? Le rêve s'est-il évanoui? Merci de nous donner l'opportunité de venir nous exprimer sur ces questions assez importantes de non seulement notre société, la Côte d'Ivoire, mais aussi ce qui nous concerne spécifiquement, président du rêve Mabri. Et le réseau des élèves étudiants Vision Mabri est un mouvement de soutien à la personne du leader politique Abdallah Touakus Mabri. Le rêve Mabri existe bien sûr. Nous sommes en train de préparer notre séminaire bientôt afin de réorienter les choses. Vous voyez les réalités il y a 5 ans, aujourd'hui ne sont pas les réalités aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, nous amorçons une nouvelle dynamique, un nouveau paradigme de la vie politique ivoirienne avec notre retour au RHDP. Le temps pour nous de fabriquer les éléments de langage, de encore booster notre mobilisation sur place pour dire que le rêve Mabri vit. Nous avons nos bases dans les villes universitaires importantes de la Côte d'Ivoire, à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université Jean Lheureux, l'université de Bouaké, l'université de Korogo. Nous avons encore nos coordinateurs qui sont dans sa localité. Le temps pour nous de faire ce séminaire, de voir comment nous allons réorienter les choses afin de mieux vendre l'image de notre leader politique, Abdallah Touakus Mabri. Alors, quand vous dites réorienter les choses, vous l'avez signifié, Mabri a fait son retour au RHDP, on aura l'occasion d'en parler. Tout à fait. À l'origine, ce mouvement, sinon ce réseau, a pour objectif de promouvoir les idéaux de Mabri. Maintenant que Mabri est au RHDP, est-ce que les objectifs changent? Non, l'objectif élémentaire, assez significatif que vous venez d'évoquer ne se meurt absolument pas. Voilà, notre objectif et notre vision, comme nous le disons, c'était de partager les valeurs de l'homme politique Abdallah Touakus Mabri. Voilà, c'est l'homme dont nous avons choisi le leadership, nous avons choisi de suivre dans sa démarche politique parce qu'incarnant beaucoup de valeurs. Donc notre objectif ne change pas. Au sein du RHDP, il y a beaucoup de leaders politiques. Il y a plusieurs leaders politiques et chacun, dans sa disposition, essaie tant bien que mal de se forger une personnalité. Et je pense que ça va de soi. Dans les milieux politiques, chaque leader aussi a une image personnelle à vendre. Je pense que chez nous, Mabri est une image personnelle dans le RHDP, une valeur sûre au sein du RHDP que nous voulons promouvoir afin dans une dynamique de paix, de stabilité. Et les valeurs chères au président Mabri fédérer beaucoup de jeunes élèves et étudiants autour de la valeur de l'individu qu'il est. Alors, comment vous comptez le faire concrètement, hein? Parce que Mabri, il est maintenant au RHDP. Au RHDP, il y a un leader qui est le président Alassane Ouattara. Tout à fait. Si vous voulez promouvoir les idéaux de Mabri, pourquoi pas promouvoir en même temps ceux de Ouattara, puisque c'est actuellement le leader. Vous voyez, lorsque le président Mabri et le président Ouattara se retrouvent, c'est une rencontre de père à fils. C'est une rencontre de père à fils. Et les valeurs que Mabri dégage, Mabri a appris beaucoup auprès du président Alassane Ouattara. Donc nous aussi, nous sommes dans la chaîne de ces valeurs. Ce que le président Ouattara a si bien donné à Mabri en termes de valeurs, c'est ce que nous aussi nous chérions. Nous cherchons aussi. Et je pense qu'il n'y a pas de cacophonie, il n'y a pas de problème à cet effet. Et quand Mabri est renforcé, c'est aussi le RHDP qui est renforcé. Il n'y a pas de difficulté à ce fait. Comme également, vous avez des mouvements qui sont très proches du Premier ministre, des mouvements qui sont proches de certains ministres du gouvernement. Il y en a plusieurs. Mais comme vous l'avez dit, il ne faudra pas qu'il y ait de cacophonie, quitte à saper l'objectif essentiel,
est de faire place au RHDP et d'aller vers les valeurs chères au chef de l'État, cohésion, discipline et rassemblement des Ivoiriens. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission que vous êtes le conseiller technique de Mabry Touakus, en charge de la diplomatie et de la coopération. Vous êtes très proche de Mabry Touakus. Il a fait son retour au RHDP en septembre 2022, après l'avoir quitté en août 2020. Alors ce retour, il est vu par certains comme de l'opportunisme politique. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, parler d'opportunisme, quand on parle de Mabry, ce n'est pas de connaître l'homme politique, Mabry. Il revient pendant que nous préparons les municipales, les régionales. Bien sûr. C'est pas là l'opportunisme. Si Mabry était opportuniste, il n'aurait jamais quitté le RHDP. Il se serait à l'Hôtel Ivoire aligné directement sur ce qui avait été dit. Ou encore, il n'aurait jamais quitté son poste de ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En le quittant, c'est une responsabilité. S'il était opportuniste, il aurait accepté et allé se faire de l'argent. Mais c'est un homme de valeur. Mabry n'est pas dans cet élan. Je vous dis, il y a pas mal d'exemples pour caractériser l'homme. Nous qui sommes proches de lui savons qui il est. Aujourd'hui, il vient prendre toute sa place au sein de sa famille politique et le RHDP. De quelle place s'agit-il? Il est le deuxième vice-président du RHDP, monsieur. Il est le deuxième vice-président du RHDP. Et c'est tout à fait normal. Le chef d'État l'a dit lors de la rencontre, son poste reste encore vacant. La place du deuxième vice-président du RHDP n'a pas été occupée jusque-là. Il revient prendre toute sa place auprès du chef de l'État pour continuer le progrès de la Côte d'Ivoire près de lui, tout simplement. Et il n'y a pas de l'an opportuniste. Est-ce que ce poste de vice-président, deuxième vice-président, ce n'est pas une coquille vide? Oui, non, ce n'est pas du tout une coquille vide. D'abord, nous sommes Mabry, il est chef des partis politiques. Nous décidons de venir au RHDP. Nous sommes d'abord un parti politique. Vous voulez parler bien sûr certainement de certaines garanties. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des postes qui lui ont été proposés? Tout ça, Mabry, c'était d'abord, je le dis, il a un long passage dans les différents gouvernements. Après la crise jusqu'à aujourd'hui, Mabry a été longtemps ministre de Côte d'Ivoire. C'est vrai, on ne se fatigue jamais de servir la Côte d'Ivoire. Pour dire que ce cliché de dire qu'il est venu par opportunité, je veux que les Ivoiriens et certaines personnes arrêtent de penser ainsi. Parce que nous qui sommes avec lui, nous savons que M. Mabry, c'est un homme de valeur, un homme de principe. Et je pense que le chef de l'État s'en a rendu compte que Mabry, c'est un homme de principe. Voilà. Sinon, il ne se serait pas levé à l'Hôtel Ivoire et dire qu'il avait des appréhensions sur la manière de procéder. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que la communication a été rétablie entre Mabry et le président de la République. Quoi de plus normal qu'il revienne regagner sa place dans sa famille politique. Alors, dans l'entourage du président Mabry, on jugeait le mandat actuel du président Ouattara, le troisième mandat. C'était en 2020, lorsqu'il a quitté le RHDP. Actuellement, comment est vu ce mandat? Qui au sein des collaborateurs du Mabry? Vous êtes journaliste. Mabry l'a dit clairement, il a dit à la face du monde que ce mandat de Ouattara, c'est un mandat illégal, anticonstitutionnel. Il a qualifié ce mandat de troisième mandat. Tout à fait. Il y a une vraie transition en Côte d'Ivoire. Il faut comprendre les choses et placer les choses dans les transitions. Il faut placer les choses dans les transitions. Et ce qui a divisé Mabry, le RHDP, je vous ai dit que c'est un problème purement de communication, pas de problème idéologique. Voilà. Donc Mabry revient, il prendre toute sa place au RHDP. Les questions, et durant le retrait de Mabry au RHDP, vous avez vu, rarement un politicien ivoirien à l'opposition n'a été aussi modéré et modératif que Mabry. Voilà. Quand vous me dites qu'il a dit que le pouvoir est illégal, tout ça, je veux vraiment que vous m'envoyiez des preuves palpables de dire qu'il l'a dit. C'est vrai qu'il s'est mis dans l'opposition, il était naturellement dans l'opposition, c'est une histoire qu'il assume. Oui, il assume, nous assumons. On a vu Mabry au Stade Félix, au Fouet-Boigny en octobre 2020, il a fait un discours où il a décrié la candidature de Ouattara, qualifiant cela d'illégal. Il était dans un contexte politique bien. La question que je pose actuellement, ce mandat de Ouattara, c'est le troisième mandat ou c'est le premier mandat de la Troisième République? Le président, il faut concevoir les choses aussi juridiquement. Le président Ouattara est en train de faire un mandat légal. Il faut le dire, un mandat légal.
Voilà, c'est un mandat légal naturellement qu'il est en train de faire et nous pensons qu'il n'y a pas de souci à ce effet. Voilà. Et encore de vous dire que le président Mabry n'a pas quitté le président Ouattara à cause de ces questions que vous évoquez. Il y a eu un problème de communication entre Mabry et le RHDP et son parti. Aujourd'hui, la communication est rétablie. Mabry vient nationalement. On parle plus d'un départ dû au fait que le RHDP a choisi Gon Coulibaly comme son candidat pour la présidentielle de 2020. Je vais vous dire, c'est vrai, je suis très jeune, mais je suis aussi très proche du président Mabry. Je suis vraiment très proche de lui. Je sais ce qui liait le président Mabry au premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je sais ce qui liait les deux individus. Et dit que Mabry a quitté le RHDP parce que le choix ne s'est pas porté sur lui, je dis c'est tout faux. Mais il ne s'est pas levé. On a vu les images, il ne s'est pas levé. Tout le monde s'est levé pour acclamer Amadou Gon, sauf Mabry qui était sur la table de séance. Quand vous êtes démocrate, vous êtes militant d'un mouvement politique ou apolitique, on vous offre deux opportunités. Deux opportunités. On vous dit faire un choix. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous abstenez. N'est-ce pas? Mais vous vous abstenez. Si ceux qui sont d'accord se lèvent bien sûr pour applaudir. Mabry a dit, ton discours a été clair, il dit il souhaiterait qu'on aborde la question autrement. Pas de venir dans cette salle applaudir. Et là, il faut féliciter le courage politique du président Mabry. Ça aurait été certains politiques qui se seraient assis là, escargotés dans la peine et dans la douleur sans jamais s'oxygéner. Mabry a exprimé ce qu'il pensait. Il a souhaité qu'il y ait des dialogues, il a souhaité qu'on aille dans l'élan de Oufouetis afin de sortir un candidat consensuel. Et c'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes aujourd'hui, quelques années après, nous pouvons dire que nous assumons ce qu'il a dit parce que ça a été franc, ça a été courageux. Voilà, mais cela ne veut pas dire qu'il ne voulait pas d'Amadou Gon Coulibaly. Parce qu'il était très proche de l'homme. J'étais là à Mans, chez lui, à l'ouest, lorsque Amadou Gon Coulibaly est arrivé à la résidence. Il a passé quelques jours chez lui, il mangeait chez lui, il faisait tout chez lui. Pour dire qu'entre les deux individus, il n'y avait pas d'animosité. On avait juste besoin de communication. Mais quand la communication est rétablie, naturellement, les autres hommes se retrouvent. Alors, dans 2 ans, oui. on aura la présidentielle en 2025. Oui. Est-ce que vous voyez encore Mabry partir du RHDP s'il n'est pas choisi? Parce qu'il a toujours cette ambition d'être président de la République. D'accord. Est-ce que vous le voyez partir en 2025 du RHDP s'il n'est pas choisi comme candidat du parti? D'abord, l'ambition d'un homme politique de briguer le pouvoir d'État est une ambition légitime. Tous les leaders politiques de Côte d'Ivoire aujourd'hui aspirent à gouverner la Côte d'Ivoire. La finalité de l'action politique, c'est la gouvernance. C'est ça. Alors Mabry, en tant que leader politique, ne peut pas se mettre en marge de cette vision globale de l'action politique. Maintenant, je vais vous rappeler que Mabry n'a pas quitté le RHDP parce qu'il n'a pas été choisi. Ça, il faut que nous comprenions ce principe. Vous l'avez dit. Maintenant, si on parle maintenant de 2025. Si nous partons en 2025, le RHDP est un parti structuré, organisé. Le dialogue, les échanges vont permettre de trouver un candidat pour 2025. Et si le dialogue a permis, l'échange a permis de trouver un candidat pour 2025, naturellement, tout le corps du parti va soutenir ce choix. Et si ce n'est pas Mabry? Et si ce n'est pas Mabry? Il peut encore sortir, claquer la porte? Non, pas du tout. Là, c'est dans votre compréhension de dire que Mabry a quitté le RHDP parce qu'il n'a pas été choisi. Pas parce qu'il n'a pas été choisi qu'il a quitté le RHDP. Là, je vous dis. Ok, bon, qu'il soit choisi ou pas, est-ce que vous voyez un jour Mabry partir du RHDP, quelles que soient les raisons? Vous savez, il est très bon de rester précautionneux sur tout. Mabry, aujourd'hui, demain, nous sommes les humains. Nous sommes les humains. Mais Mabry n'est pas allé au RHDP pour quitter le RHDP. Il est là pour toujours. Mais bien sûr, ce sont partis politiques. Il est au RHDP. Voilà, il est au RHDP. Il jouera tout son rôle au RHDP avec sincérité. Voilà, il jouera tout son rôle et tout le monde sait, quand Mabry est engagé, il est réellement engagé. Je pense qu'il jouera tout son rôle au sein du RHDP, il travaillera à la cohésion au sein du RHDP comme il a toujours fait.
Le parti restera structuré, le parti restera dans la communication, le parti restera dans cette dynamique assez introduite par le chef de l'État. Je pense qu'il n'y a pas de raison de se faire peur. Alors, intéressons-nous à présent au municipal d'octobre 2023 qui vont se tenir en Côte d'Ivoire. Oui. Quelle lecture en faites-vous? Oui, je suis très heureux que la marche s'ouvre actuellement. Voilà, les élections vont, nous sommes dans l'ordre normal de la démocratie en Côte d'Ivoire, dans l'ordre normal de l'effectivité. Il faut féliciter le chef de l'État, le gouvernement et tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire de la calmie, de la paix, de la paix et de tout ce qui est aujourd'hui comme décor politique, la stabilité, la quiétude dont nous abordons naturellement la bonne marche cohérente de la Côte d'Ivoire vers ces élections. Il faut féliciter le président de la République, il faut féliciter tous les acteurs qui travaillent dans ce sens. Voilà. Parlons de certains choix du RHDP pour ces municipales en 2023. On le sait, à Yopougon, le candidat du RHDP est déjà connu. Il s'agit de Adama Bitogo. Oui. Que pensez-vous de ce choix? C'est le bon cheval sur lequel le parti a parié? Oui, je pense qu'au RHDP, nous avons pensé que c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix pour aller à la conquête de Yopougon. Voilà, Adama Bitogo, il est dynamique, il est généreux, il est présent, il est assez structuré et nous pensons qu'il a toutes les chances pour remporter les élections à Yopougon. Il y a quand même des candidats sérieux en face de lui. On a Michel Babo. C'est vrai, la candidature n'a pas encore été officialisée, mais il y a cette volonté d'être candidat. Oui. Et il y a aussi au PDCI RDA, le député Dia Oufouet, qui a aussi envie de gérer la commune de Yopougon en tant que premier magistrat. Oui, nous savons qu'il y a plusieurs envies. De l'autre côté, dans la foi de l'opposition, il y a plusieurs envies de diriger Yopougon, mais nous, au RHDP, nous restons dans la continuité. Nous pensons que Yopougon doit rester RHDP et avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, et toute la machine de RHDP sur place, je pense que nous avons énormément de chances pour remporter haut les mains les élections à Yopougon. Alors, Adama Bitogo, il a été candidat pour être maire à Agboville en 2013. Il a échoué. Pour les municipales les législatives passées, il a gagné de justesse. Là, il veut être maire à Yopougon. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a des chances? Parce qu'il est vu comme un loser. Ah non, ce n'est pas connaître Adama Bitogo. Il dit d'abord qu'il a gagné de justesse à Beauville et tout ça. Je vais vous dire aujourd'hui d'abord une chose, nous sommes déjà maire à Yopougon parce que nous sommes maire HDP, le directeur... Là, parce qu'il n'y avait pas de candidat PPAC, il n'y avait pas de candidat PDCI à l'époque, voilà pourquoi. Moi, car cela ne tienne, il y avait quand même des candidats. Car cela ne tienne, il y avait certainement des candidats. Je veux dire aujourd'hui, nous avons une machine assez solide à Yopougon, voilà, sur laquelle nous pouvons compter. Et nous avons aussi un leader aussi qui incarne l'union. Je suis un peu, vous le suivez avec moi, Adama Bitogo, qui est un leader quand même ouvert, qui est transversal. Vous voyez dans son équipe toutes les couches ethniques, socio-religieuses de la Côte d'Ivoire. C'est un rassembleur et je pense qu'il est le meilleur cheval pour nous au RHDP et je pense qu'il fera une belle victoire à Yopougon. Alors à Niama, la ville dont vous êtes natif, vous avez passé le clair de votre enfance. Tout à fait. Alors il y a Madame Fatim Bamba Koulibaly qui a été choisie. Elle incarne ce profil-là que vous recherchez à Niama. Oui, tout à fait. Je savais que cette question allait revenir. Effectivement, le parti a choisi Mme Fatim Bamba Koulibaly comme candidate du RHDP. Voyez-vous, nous pensons très honnêtement que Mme Fatim Bamba incarne cette valeur. Voyez-vous, les élections législatives passées nous ont démontré l'emprise de la dame sur la politique communale à Niama. Vous voyez. Elle n'a pas été choisie par le parti. Le parti s'est rendu compte certainement que c'est elle qui devrait être choisie. Elle n'a pas été choisie et ce sont ces indépendants qui ont gagné les élections. Et aujourd'hui, elle vient d'elle-même candidate. Je pense qu'elle a énormément de chances pour gagner les élections à Niama. Parce qu'elle a fait beaucoup pour la commune d'Anyama.
Voilà, pour tout ce qu'elle est, pour tout ce qu'elle continue d'être, elle a énormément apporté à la commune. Et je pense qu'aujourd'hui, nous les cadres d'Anyama, nous pensons que Fatim Bamba est la meilleure candidate à Nyama. Et je pense qu'elle fera évidemment une brillante victoire aux élections. Vous figurez sur sa liste? D'abord, je ne figure pas sur sa liste parce que nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous attendons naturellement. Il y a une possibilité de figurer sur sa liste? Bien sûr qu'il peut y avoir une possibilité de figurer sur sa liste. Je pense que nous sommes des leaders d'Anyama et je pense que nous sommes des cadres qui peuvent apporter beaucoup à Anyama. Et nous ne refuserons pas d'être sur une liste si la proposition est faite. Alors, on parle beaucoup de votre engagement politique. On vous prête des ambitions politiques. Oui. Est-ce qu'on peut voir Dr Ali Doumbia un jour candidat pour des élections municipales ou législatives à Anyama ou quelque part en Côte d'Ivoire? Oui, à Nyama, restons à Nyama. À Nyama, naturellement, Nyama nous a apporté beaucoup. Anyama nous a apporté. Donc vous voulez lui apporter aussi? Bien sûr, Anyama nous a apporté beaucoup. Anyama nous a apporté beaucoup. Il serait quand même dramatique que je n'ambitionne pas demain d'être élu d'Anyama. Je le dis avec assez de dévotion. Le temps viendra où je serai, je vais m'autodéterminer. Vous dites qu'avec le temps, ça viendra. Oui. Vous allez être candidat Oui. pour espérer être un élu, Oui. un maire. Sinon le maire d'Anyama. Le temps, vous estimez ce temps à combien d'années? 2028, dans 5 ans, vous serez candidat? Là, je ne peux rien dire je ne peux pas faire de datation ici, je ne peux rien vous dire sur le temps. Mais ce que je veux dire, pour dire que je serai aujourd'hui pour notre génération, c'est vrai que nous ne savons pas grand chose de la vie, mais nous sommes formés. Nous avons côtoyé le milieu politique. Je pense que nous pouvons apporter beaucoup à Nyama. Et je pense qu'il sera illusoire pour nous, il sera même dommageable que nous n'aspirions pas à gouverner et diriger à Nyama demain. Ça va venir avec le temps, ce n'est pas quand, demain, après-demain, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais je pense que le moment viendra où nous allons exprimer clairement notre volonté de briguer à un poste électif à Nyama. Alors, vous êtes président de Rêve Mabri pour ces municipales et ces régionales 2023. Quel sera votre rôle? D'accompagner tous les candidats RHDP dans les différentes localités, à Nyama, à l'intérieur du pays, partout. D'accompagner notre leader politique dans sa victoire à l'Ouest. Il est candidat, le ministre d'État, président Abdallah Tokes Mabri est candidat aux élections régionales du Tonkwi. Une élection qu'il a déjà remportée parce qu'il remporte toujours avec une victoire soviétique. Nous allons aussi nous mobiliser derrière lui partout où les candidats. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a déjà remporté ces élections? Parce que je le dis. Qui ne se sont même pas encore déroulées. Je le dis ouvertement. Ça va créer des suspicions de tricherie, de fraude. Non, je le dis. Tout le monde connaît nos consciences. Quelqu'un qui remporte l'élection à 83%, l'élection est passée, près de 83%. Je me dis aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup de sincérité, je ne vois pas un leader politique aujourd'hui du Tonkwi battre Mabri dans la région du Tonkwi. Et qui veut s'essayer. Je ne vois absolument pas un leader politique du Tonkwi battre Mabri, quel que soit son corpus et alors, son genre. On verra en octobre 2023. On verra bien. Et après, je vous promets de fêter à Mans, sur les montagnes, la victoire du président Mabri. D'accord. En octobre, avec le temps, on saura si vous avez dit vrai. Alors, on va parler de notre sujet. Oui. Le président Alassane Ouattara, lors de son discours de Nouvel An à la nation ivoirienne, a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. C'est ça. Pour vous qui êtes jeune, qu'est-ce que cela signifie pour vous? D'abord, il faut remercier et féliciter le chef de l'État. Il faut féliciter le chef de l'État qui décline une bonne orientation politique. Voilà, cela démontre qu'il est dans une planification stratégique, il est dans la gouvernance moderne de la République. Et nous, jeunes de Côte d'Ivoire, sommes très heureux de nous voir considérés par le chef de l'État et qui va prendre 12 mois, une année pleine en train de mettre la jeunesse au centre des préoccupations de l'État. Nous en sommes très fiers et nous tenons à remercier. Et je félicite quand même tous les ministres qui sont réunis il n'y a pas assez longtemps afin de donner un contenu à ce discours du chef de l'État. J'ai vu un politique sur un plateau de télé qui dit mais le chef d'État fait une déclaration, il n'y a pas de contenu. Naturellement, c'est possible. Le chef d'État donne des grandes orientations.
C'est maintenant à chaque département ministériel, à chaque entité, même dans nos propres familles, d'inculquer ça dans nos modèles, dans nos vécus, de dire que nous sommes inscrits dans une logique où en 2023, nous allons parler de la jeunesse, donc il faut inscrire tout Alors, ça. vous parlez de contenu pour Oui, vous. oui. Comment ce contenu devrait se présenter quand on dit 2023, année de la jeunesse? Comment cette volonté devrait se manifester? D'abord, la volonté, c'est la formation. Je pense Il faut former les jeunes. Il faut former les jeunes, la formation. Et il faut former les jeunes. Et je suis d'accord pour ceux qui ont la chance d'aller à l'école jusque-là. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique est en train de travailler sur la méthode de créer des filières qui vont déboucher immédiatement sur des emplois. C'est ce dont nous avons besoin. Il faut former les jeunes pour les emplois. Il ne faut pas les former pour les jeter après dans les rues. Donc il faut faire cette bonne analyse. Les jeunes doivent se former à tous les niveaux. Que vous soyez dans l'artisanat, que vous soyez scolarisé, que vous soyez dans n'importe quel aspect, dans n'importe quel domaine de la vie, vous devez vous former. Et je pense que l'État va accompagner de cela avec beaucoup de centres de formation, avec des aspects, avec la motivation qui vont envoyer les jeunes gens à se former. Après cela, c'est de créer des emplois, parce que quand vous êtes formé, bien sûr, comme je l'ai dit, il faut créer de l'emploi. Voilà, l'oisiveté crée beaucoup de dommages dans nos nations. Aujourd'hui, on parle de l'attaque djihadiste, on parle de terrorisme, et l'État s'est rendu compte que naturellement, ceux qui sont des proies privilégiées des terroristes, c'est les gens qui ne travaillent pas, c'est les personnes déshéritées. Donc il faut créer un cadre de travail, un cadre où les jeunes gens ne seront pas délaissés. Et je pense que le chef de l'État et le gouvernement sont conscients de cette réalité et créer des cadres pour la formation. Et les jeunes doivent se former. Et moi, je suis de ceux qui pensent que les jeunes doivent se former. Nous partons aux élections 2023. Beaucoup de jeunes se diront, naturellement, les élections, le chef d'État décrète l'année 2023, l'année de la jeunesse. Les élections sont pour 2023. Beaucoup de jeunes vont vouloir réclamer des postes pour être maire, député. Justement, certains parlent d'opportunisme politique de la part du chef de l'État, avec le timing. Bien sûr, vous voyez que c'est légitime. C'est légitime, mais je suis jeune n'est pas un programme de société. Voilà, je suis jeune n'est pas un programme de société. Vous arrivez dans une localité, vous vous donnez les moyens pour arriver à une finalité. Aujourd'hui, je suis le Premier ministre, aujourd'hui, je suis le ministre Touré Mamadou s'élève en 2025, il est candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les gens m'ont dit, mais il est en train de briser les étapes. Parce que Mamadou Touré, il est conscient qu'il doit continuer d'apprendre auprès du chef de l'État. Et un jeune dynamique qui est en train de continuer de travailler, il doit apprendre beaucoup. Son temps va arriver, chacun aura son temps de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais si vous anticipez, vous allez prostituer votre ambition et cela, ça va être... Donc, de dire aux jeunes, il faut se former, il faut s'insérer, il faut être présent, il faut jouer le rôle de la jeunesse, il faut apprendre auprès des aînés afin d'être demain des porte-voix de notre nation. Alors, on va parler de la crise des 49 soldats, oui. Une crise qui s'est écoulée. En tant que docteur en histoire des relations internationales, comment avez-vous vécu cette situation? D'accord. D'abord, c'était une situation malheureuse. Une situation malheureuse qui ne devrait jamais opposer deux pays frères. J'ai beaucoup aimé le discours du chef de l'État. Je pense que je vais y revenir. Il a plusieurs fois employé le thème « le pays frère Mali ». La Côte d'Ivoire et le Mali, il est très difficile de nous séparer. Quand on dit nous séparer, il est très difficile aujourd'hui de demander aux Maliens de Côte d'Ivoire du parti. Si vous le faites, vous allez demander à certains Ivoiriens naturalisés de rentrer chez eux. Donc, il ne peut pas avoir de belligérance assez hyperbolique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je pense que c'est ce que le chef de l'État a compris. Il a été très, très intelligent et très perspicace sur la question. Voilà. Tu n'es pas permettre qu'on arrive à la dérive. Et Dieu merci, nous n'en pas. Sinon, la situation nous a attristés que cela arrive entre deux pays frères, la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors, le président Ouattara, dans son discours, n'a même pas cité Assimi Goïta. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le message qu'il voulait faire passer? Assimi Goïta, c'est le chef d'État actuellement en Guinée, et au Mali, pardon. Mais ce qui est important au-delà de cela, c'est le pays Mali, frère. Il ne faut pas personnaliser. Le chef de l'État ne l'a pas fait peut-être par oubli, mais je ne trouve pas d'analyse
assez, je ne trouve pas d'analyse, de figure de style derrière ça. Alors, certains estiment que le citer, ça serait lui accorder de la légitimité. Mais il invitait à une visite d'État en Côte d'Ivoire, il l'a fait. Il demande à son jeune frère, Assimi Goïta, de venir en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'il doit le recevoir? Mais le chef de l'État a voulu, il veut le recevoir, s'il vient. Et il a dit dans son discours qu'il est prêt aussi à accompagner le pays, frère Mali, dans toute sa démarche pour la paix et la stabilité. Est-ce que vous comprenez? Le président Ouattara qui a toujours considéré Assimi comme un putschiste, s'il le reçoit à Abidjan, oui, au palais présidentiel, oui, ça serait quand même lui accorder de la crédibilité. Non, mais il est... Donner quitus à son pouvoir. Il est putschiste, oui. Il est venu par coup d'État. Des dispositions sont mises en place pour qu'il puisse transmettre le pouvoir à l'ordre civil. Mais entre la transition, on fait comment, le renie? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un pays qui représente la coopération. Et d'ailleurs, ils sont dans les instances même mondiales. Ils sont aujourd'hui à l'ONU, ils expriment, ils sont dans nos instances sous-régionales. Pas parce qu'il est putschiste. Mais on sait que c'est une transition qui va très vite se fermer. Voilà. Et le recevoir, c'est un pays frais, Mali, qu'on reçoit. Et c'est ce porteur, pour ne pas dire, c'est le pays qui l'incarne, c'est tout. Sinon, ce n'est pas la personne d'Assimi Goïta. C'est la relation de deux pays. Ça va au-delà des individus. Après Ouattara et Assimi, la Côte d'Ivoire et le Mali vont continuer de coopérer. Voilà. Alors, dernière question. Parlons de relations bilatérales entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Oui. Dans l'avenir, comment vous voyez ces relations après cette crise? D'abord, il est tout à fait normal qu'on ne quitte pas dans une telle crise comme si on quittait une cérémonie de noces ou à une villégiature. C'est vrai qu'il pourrait, voilà pourquoi là je félicite toujours le chef de l'État. On aurait été dans un autre ordre. Un chef d'État, un dirigeant belliqueux fougueux, on serait allé à l'affrontement. Mais Ouattara a toujours joué à l'apaisement. Et son discours va répondre à votre question. Son discours d'accueil de nos soldats va répondre à votre question. Quand il parle d'apaisement, de modération, le Mali est un pays frais. Il n'a pas été belligérant. Je pense que c'est déjà un fait assez positif dans nos relations bilatérales à venir. Ouattara ouvre la voie à la coopération, à la fraternité, à l'échange, vraiment à une dynamique fraternelle entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas présenté comme un chef belliqueux. J'ai écouté le communiqué du porte-parole du gouvernement malien. Vous voyez le communiqué. Et vous voyez à côté de ce communiqué... C'est un communiqué belliqueux, celui du je Mali? Je ne dirais pas belliqueux, mais il y a des thèmes quand même assez solides dedans. Assez solides. Je comprends, comme ce sont les militaires au pouvoir. Des thèmes va-t-en-guerre? Des thèmes va-t-en-guerre, je ne dirais pas ainsi. Je dirais plutôt qu'il y a des thèmes forts dedans. Voilà. Et comme ce sont les militaires, on peut leur concéder. Et voilà pourquoi la transition militaire doit se fermer. Et cela nous ramène à nous interroger sur la question de notre démocratie en Afrique subsaharienne, surtout en Afrique de l'Ouest qui devient de plus en plus très militarisée. Nous assistons à l'envie politique des militaires, au pouvoir des militaires, et au Mali, au Burkina, en Guinée, la démocratie assistée des forces de l'ordre. Il faut rapidement que nous revenions dans l'ordre normal. Merci à vous, Dr Doumbia Ali, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et félicitons-vous. Merci infiniment. Bonne année à toute la chaîne et puis meilleure vue à vous. Merci beaucoup. Bonne année à vous également. Merci Bonne année à toutes et à tous. Encore une fois de plus, merci de nous avoir suivis sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous étions avec Dr Doumbia Ali, il est docteur en histoire des relations internationales. Il est conseiller technique de Mabry Touaque, chargé de la diplomatie et de la coopération, président du réseau des élèves et étudiants Vision Mabry. Il était avec nous pour se prononcer sur des sujets intéressants qui vous intéressent également. L'émission a été réalisée par Ariel Tchoukwam. Derrière la caméra, il y avait Afri Zawi. Alain Angbognon s'est occupé du son. Merci et puis à très bientôt sur nos antennes. Au revoir.